Sud FM, c'est radio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Amat Soumaré. Monsieur Soumaré, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci, Bayoumar, le plaisir partagé. Alors, ça fait quelques mois, à peu près 6 mois, vous avez alerté par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars dernier. Alors, avec le recul, quelle a été votre réaction? Ma réaction, c'est, vous savez, donc dans mon métier, on fait beaucoup de prospective. On ne parle pas comme ça, on analyse des situations pour voir quelles sont les situations possibles. Et lorsque nous en avions parlé, peut-être beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas fini. Ah oui, encore? Non, ce n'est pas Mais fini. à l'époque déjà, les signaux qui apparaissaient, c'était quoi? À l'époque déjà, les gens n'ont jamais connu le confinement. Imaginez que celui qui est à la retraite, qu'il lui reste que la mosquée, et que subitement on lui dit que les mosquées ferment. Il s'ennuie chez lui, il ne peut pas y aller nulle part, ils sont tout le temps en masque. Ouais, il y a toute cette frustration. Les jeunes, vous savez, les jeunes en général, donc ils ont des problèmes pour ne pas rester à la maison. La plupart sont dans certains quartiers, ils sont dans des maisons exiguës, ils ont besoin d'être dehors, nuit et jour. Quand vous allez dans certains quartiers comme la Russie, c'est qu'on sort 24 heures sur 24, à 4 heures du matin vous passez, les jeunes sont en train de jouer au football comme dans la journée, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc ce qui fait que l'aspect social, donc, et c'est ça le problème, parce que les gouvernants ne voient pas la réalité. Ils ne voient pas venir. Quand on gouverne, on est aveugle. On n'a que ces conseillers qui vous disent ce qu'ils ont envie de vous dire. Il y a des choses où vous ne le savez pas. Vous découvrez, vous tombez des nues. Tout ce qui gouverne, c'est comme ça. À moins que vous-même, comme faisait le président Senghor, il prenait sa voiture vers 23h et puis il se promenait dans Dakar pour comprendre. Mais si vous... Mais les temps ont changé aussi. Les temps ont changé, je peux comprendre parfaitement. Mais je veux dire que la réalité sociale, avant d'être président, tous les présidents l'ont connu. Peut-être que Senghor ne l'a pas connu ici, parce que Senghor est débarqué directement d'Europe. Tous les autres présidents, ils ont vécu au Sénégal, ils ont compris. Donc là où les conditions dans lesquelles, avant qu'ils fassent les élections pour avoir le pouvoir, comment ça s'est passé. Donc ils comprennent un peu. Le problème qui se pose, c'est que nous avions ce problème social qui se pointait. Nous avions les licenciements. Nous avions encore donc tout ce qui concerne ceux qui ne travaillent plus ou ceux qui on a diminué, on paye que 70% de leur salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez vos parents qui ne peuvent plus tenir debout, vous êtes censé parfois, donc on vous met dehors parce que vous ne payez pas le loyer. Il y a toutes ces frustrations qui font que ça ne fait qu'emmagasiner. Et lorsque ça explose, donc ce ne sera pas quelque chose de tout petit, ce sera quelque chose de très grand. Et en plus de ça, vous avez une population, plus de 70%, moins de 25 ans. Et ça, c'est vraiment donc cette génération-là, donc qui est une génération interactive, qui sont tout le temps sur Internet et autres. Et cette génération-là, quand ça explose aujourd'hui, on n'en a jamais vu. Mai 68, on l'a vu. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, les jeunes, c'est comme mai 68, ce ne sont pas des vieux qui étaient derrière. C'était des jeunes, des lycéens qui lançaient les trucs. Et là, c'était pareil. Vous avez maintenant beaucoup plus de jeunes que mai 68, parce que vous avez 70% de la population qui sont des jeunes, et vous avez 60%, plus de 40% de la population qui sont mentionnées à Dakar. Mais on n'a jamais subi de pandémie. La pandémie, ça transforme complètement les personnes. Vous parlez les gens avec des masques, vous avez des couvre-feux, vous devez vous dormir donc à certaines heures. Il y a tellement de contraintes, vous ne pouvez pas aller à la mosquée. Ouais, il y a tellement de contraintes qui fait que les gens ont tellement emmagasiné qu'à un moment, ça explose. Ils n'ont pas de soupape pour respirer. C'est comme quelqu'un qu'on diminue l'oxygène. À un moment, donc, on étouffe. Et c'est ça qui se passe. Et c'était en guise d'introduction pour rappeler à nos auditeurs que notre invité est le père de l'intelligence économique pour le développement. Amat Soumaré, vous êtes également président de SOPEL International, du Centre africain de la nouvelle économie, Can Executive Education, également de la nouvelle économie africaine. Mais alors, nous en parlons
c'est par rapport à la rencontre de Paris. Sujet, la relance de l'activité économique africaine. Un besoin de 100 milliards de dollars par le FMI, le Fonds monétaire international, pour l'Afrique sous forme de DTS. Le président Emmanuel Macron, pour rappel, disait, je cite, un New Deal. Il parlait de New Deal. Bilan de la rencontre, quel enseignement en tirer? Oui. Avez-vous l'impression que cette demande de 100 milliards sous forme de DTS, justement, est un vœu pieux où ça peut se réaliser dans le contexte d'aujourd'hui? Ça peut se réaliser parce que le DTS, il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est que le DTS. Qu'est-ce que c'est? Le DTS, c'est une monnaie de réserve qui a été créée en 1969, donc après que Nixon et qu'ils ont vu donc ce qu'on appelle le paradoxe de Triffin. Triffin, c'est un Belge qui travaillait au niveau donc du FMI et c'est lui le père de l'euro. Et Triffin, donc comme les théories comme John Maynard Keynes, donc avec sa proposition de Keynes qui proposait le Bancor, donc il disait que donc une monnaie toute seule dans une économie, ce n'est pas sûr. Et c'est là que donc qu'à partir de là, en 69, voyant que donc l'arrimage qu'on avait fait depuis qu'on est sorti dans le système de Bretton Woods, avec la promesse du dollar, tout le monde paye en dollars, et c'était la seule monnaie où tout ce que vous avez comme exportation, vous payez en dollars. Donc vous ne pouvez pas payer en autre monnaie. Donc c'était l'étalon dollar et qui était arrimé sur l'or, l'étalon or. Et lorsque ils ont compris que l'économie commençait à avoir des problèmes, donc il y a John Maynard Keynes qui est sorti, donc faire des propositions dont donc en 1944 qu'il est sorti le truc de Bancor de créer une monnaie qui n'est pas une monnaie nationale, qui est une monnaie internationale, une devise sur laquelle les gens peuvent commercer. Parce que virtuellement. Non, c'est-à-dire qu'il proposait un panier de monnaie pour faire les échanges. Ça, c'est John Maynard Keynes en 1944. Pour faire les échanges donc, au niveau des différents pays. Parce que le dollar était une monnaie nationale. Et jusqu'à présent, c'est une monnaie nationale. Il y a eu le lobbying donc, et la suprématie américaine. Donc, les gens n'en parlaient plus. Donc, Triffin donc, a attiré l'attention sur ça, donc, avec les différentes crises qui sont venues. Et c'est là, avec ce paradoxe de Triffin, les gens commençaient à comprendre que la parité avec l'étalon or commençait à s'effriter. Les Américains, donc c'est bien, dans ce cas, d'avoir cette parité, donc, mais tant que lorsque vous regardez l'économie mondiale aujourd'hui, quand la monnaie marche sur une base qui est la fiducia, la confiance. Si maintenant, votre économie commence à avoir des déficits, les gens commencent à se poser des questions. Et quand ils se posent des questions, il y a la méfiance. La monnaie n'aime pas la méfiance. Et c'est ça qui est arrivé aux États-Unis. Et Nixon, lorsqu'il s'est rendu compte que les réserves étaient en train donc de baisser, l'économie américaine commençait avec la guerre du Vietnam à avoir des problèmes. Donc ensuite, maintenant, ils ont décidé d'arrêter l'arrimage avec l'or. Et c'est à partir de là, en 69 maintenant, donc voyant les choses venir, ils ont essayé de créer, donc entre eux toujours, parce que la séparation du monde de 1944, quand il l'a eu, c'était entre eux. Okay? Parce que les États-Unis représentaient l'idéal au niveau commercial, où tout le monde était en guerre, il y avait le plan Marshall, il y avait tous ces plans pour pouvoir aider les Européens, donc on a enlevé les dettes pour leur aider à se relever. Donc les États-Unis étaient le père du monde en quelque sorte, donc tout passait par eux et tout se faisait par eux, ils étaient l'industrie du monde en ce moment. Et jusque maintenant, en 69, il y a des pays comme la Chine. Vous savez, la Chine, c'est un pays qui est resté plus de 40 ans avec des taux de plus de 10%, 15%. Il n'y a jamais eu de pays dans l'histoire du monde, un pays pendant 40 ans avec des taux de croissance de 15%. Il n'y en a pas. Deux chiffres, il n'y en a pas. Donc, et continue. Et qu'à partir de là maintenant, lorsque les gens, à partir de 69, se sont rendus compte que le déficit par rapport, par exemple, à la Chine,
commençait à avoir des trucs. Maintenant, les gens commençaient à se poser des questions. Et c'est là que donc ils ont dit, OK, on va créer le DTS en 69, une poignée de monnaie. Donc au départ, c'était les puissances, les 5 puissances. Disons, il y avait le yen, il y avait le dollar, donc la livre sterling. En ce moment, il n'y avait pas l'euro, le franc et le Deutschmark. Donc il n'y avait pas encore le 69, parce que le 69, il n'y avait pas encore, donc comment ça s'appelle, l'euro. Et quand l'euro est venu, on a mis l'euro qui représentait la zone euro. Donc à partir de là, donc comme je disais, au départ, après la guerre, c'était vraiment le rayonnement des États-Unis. Et quand on vient après maintenant 70-80, c'est la Chine commençait maintenant à émerger et devenait donc l'industrie du monde. Et qu'à partir de là maintenant, donc la Chine commençait à prendre de la puissance. Et ils ont accepté que la Chine entre au niveau de panier de DTS. Voilà les DTS. Les DTS avec une poignée de monnaie virtuelle qui sert uniquement à payer donc sur des transactions commerciales. Oui. Mais elle est virtuelle en plus. Elle est virtuelle et c'est sûrement pour des transactions commerciales. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin de 100 milliards. Oui. La question reste entière. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mobiliser ces 100 milliards pour l'Afrique? Non, c'est-à-dire que ces 100 milliards, c'est presque mobilisé. Oui. Le problème, donc, il est qu'on avait calculé avec cette pandémie tous ces problèmes. Oui. Donc, combien l'Afrique devait pouvoir avoir ça, avoisiner autour de 285, 300 milliards. Oui. OK? Donc, que l'Afrique avait besoin d'ici 2025. D'ici 2025. Dès le mois de mars, le président Macky Sall avait attiré l'attention pour demander donc l'annulation de la dette publique. La dette publique, parce qu'il y a la dette privée, la dette publique. Oui. Bien. Donc, il y a des pays qui n'étaient pas d'accord, comme le Bénin, par exemple. Oui, bien sûr. Le Bénin n'était pas d'accord. Pourquoi? Mais justement, avant d'arriver sur l'annulation de la dette, je parle d'abord de ces 100 milliards. Mais c'est 100 milliards que j'explique. Donc, dans ces 100 milliards, maintenant, donc, ils se sont concertés avec les Français, comme d'habitude par rapport à la zone euro. Les Français qui sont d'accord déjà. Non, ils étaient d'accord depuis, donc avec Macron, depuis le mois d'avril dernier. Avril-mai, il avait donc fait une publication comme quoi que, après la visite de Macky Sall, comme quoi que donc les pays, les grands pays devaient y penser pour pouvoir voir, donc faire des pressions au niveau du FMI pour qu'on enraye la dette publique. Le FMI avait répondu pour faire un rééchelonnement de la dette. C'était jusqu'en juin, donc au départ, qu'on a repoussé. Ce rééchelonnement de la dette maintenant, c'était par rapport à la pandémie. Donc, parce que les gens, les paiements qu'ils devaient faire, il fallait qu'ils s'occupent de leur population. Donc, et c'est ça qui fait que ce rééchelonnement a été fait. Donc, on a calculé combien l'Afrique avait besoin d'ici 2025. Ça tombé dans les 285 ou 300 milliards en général, donc qu'ils ont besoin. 300 milliards pour pouvoir tenir. Et donc, maintenant, pour pouvoir recouvrer ces 300 milliards. Donc, cette réunion de Paris a été donc initiée par les Français pour pouvoir, donc avec les autres pays, parce que les Français seuls ne peuvent rien faire. Donc, il y avait les Japonais, les Chinois, tout le monde a été invité. Il y avait les présidents. Mais la Chine n'est pas venue. La Chine il n'était pas venu, mais il y avait un de leurs représentants qui était sur place. Que ça soit le Japon aussi, ils étaient tous là. Donc, ils n'ont pas mis d'objection, ça suppose que donc ce qui a été dit. Mais le problème qui se pose, sur les 685 milliards qui ont été demandés de DTS, ce qu'il faut comprendre, la part de l'Afrique dans les DTS, parce que DTS c'est un panier de monnaie. Donc 40%, je pense, pour 40% pour les Américains, le dollar. Il y a, je pense, 8% pour la Chine. C'est un panier de monnaie qui fait 100%. Et dans ce panier de monnaie-là, maintenant, quand ils ont demandé, maintenant, donc à 685 milliards, donc l'Afrique, sur ces 600, n'a droit en DTS que 33 milliards. C'est ça.
33 milliards sur ces 680, ça représente 5%. De ces 685 milliards, l'Afrique a droit que 5%. Oui, mais justement, de ce point de vue, ils ont demandé que les grandes puissances cèdent une partie en faveur des pays pauvres, notamment de l'Afrique. Oui, le problème qui se pose, oui. Voilà le souci. Oui. Donc, la France dit, OK, nous, leur part, ils le mettent dans les 33 milliards. Oui. Ça fait 10% à peu près, ça fait dans les 43 milliards. Maintenant, il faut combler avec les autres pays, comme par exemple les États-Unis qui ont 40% la Chine, de le DTS, Japon, la Chine, le Japon oui. et les autres pour pouvoir faire le tour. On n'a pas encore de réponse pour ces pays. Non, c'est-à-dire que ces pays n'ont pas objecté. Ça suppose que même, la Chine, je ne pense pas qu'il va refuser parce que la Chine est très présente. Ils ont intérêt que les Africains respirent parce que leur business, ils le font beaucoup plus sur l'Afrique. OK ? Peut-être que le Japon aussi est très présent en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était des pays qui n'avaient rien à voir, qui n'ont pas d'intérêt, donc en Afrique, ça, je peux comprendre. Mais la question qui se pose, pourquoi les Français mettent cette conférence pour pouvoir parler de l'Afrique? Quel intérêt ils ont? Les intérêts des Français, de ce point de vue, est-ce que cela est conforme aux intérêts des Chinois ou des Japonais? Des Chinois, des Japonais, c'est conforme. Oui. Mais par exemple, des pays comme l'Allemagne ou autres, ils n'ont pas les mêmes intérêts en Afrique. Oui. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, comme je dis, on a parlé des DTS, ce qu'il faut comprendre, c'est se poser la question, pourquoi les Français veulent-ils faire tous ces efforts? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Point d'interrogation. Il y a anguille sous roche pour vous? Non, pour moi, il n'y a pas anguille sous roche. Ça veut dire que toute cette volonté n'est pas anonyme. Il y a toujours quelque chose qu'on attend parce que ils ont investi tout leur argent en Afrique. Ouais, je veux dire, ils ont investi tout leur argent, tout ce qui peut leur apporter en Afrique. Si maintenant l'Afrique périclite, leur business périclite. Et c'est ça. Donc, ils sont en train de sauvegarder leurs intérêts. Vous savez, quand vous connaissez l'histoire coloniale, vous avez vu, par exemple, l'Espagne. L'Espagne était une hyperpuissance. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais étudiant, je partais en Espagne. Je quittais Paris pour aller en Espagne. Vous savez que l'Espagne était devenue un pays hyper pauvre. Le Portugal, hyper pauvre. Quand je dis hyper pauvre, c'est hyper pauvre en Europe. Quand vous allez en Espagne, je prenais le train pour aller au Maroc. Donc, je venais jusqu'à Hendaye, à la frontière, pour prendre le train espagnol, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes écartements de rails. Donc, l'écartement espagnol était plus grand. Quand on venait à Hendaye, on descend nos valises à main, on traverse les rails pour prendre le train espagnol. Le train espagnol, c'était comme le train qui fait Dakar-Saint-Louis. Vous allez passer la nuit pour faire le truc, pour aller jusqu'à Algeciras, donc au sud de l'Espagne. Vous roulez toute la nuit, vous passez la nuit, le lendemain, vous arrivez vers midi ou 13h. C'était vraiment le sous-développement total de l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne que vous voyez, c'est pas pareil. Et aujourd'hui, ce que j'ai dit, qu'à partir de là, quand vous savez donc la puissance de ces Espagnols avec tout ce qu'ils ont conquis en Amérique latine et autres, la France est dans ce cas aujourd'hui. Ah oui? Parce que la France a beaucoup de déficits. Ils n'ont pas, comme nous, dans les 80 ou 90, la France est plus de 100 et poussière, 110, 120 de déficit budgétaire par rapport au PIB. Ils sont tous endettés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut comprendre aujourd'hui. Même le DTS dont on parle, c'est complètement pipé. Parce que le DTS a été mis au point par rapport à votre capacité commerciale. C'est pour ça qu'on a mis le DTS. C'est pourquoi les Américains, du fait qu'ils étaient le toit du monde, qu'ils avaient pris 40%. Aujourd'hui, placés dans le contexte de Covid actuel, tous ces pays membres de trucs ont tous des déficits budgétaires. Tous. Non seulement, donc on interdisait le fait d'utiliser, par exemple, les créations monétaires. Les États-Unis ont fait des planches à billets, pas des millions, pas des milliards, mais des trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards de dollars qu'ils ont tirés. Le président donc disait que donc c'était nos limites. Ce que les entreprises ont besoin, il leur fait. Il leur donne, il crée de la monnaie comme ils veulent. C'est l'ancien président américain ce qu'il disait. Et quand vous venez prendre les Européens, ils ont fait pareil. Ils ont mis la planche à billets avec des trillions d'euros. Et lorsque vous êtes
économiste, que vous apprenez l'économie à l'université, on ne vous enseignera jamais les prêts à taux négatifs. C'est la première fois qu'on le voit dans le monde. Mais aujourd'hui, Amadou Soumaré, lorsque vous contractez 60% de dette Oui. et que vous ne percevez que 5% de recettes fiscales, il y a problème. Non. Pour moi, notre problème, on n'a pas de rigueur budgétaire. Notre problème... Mais là, c'est un problème entre ce que vous Non. contractez comme dette et ce que vous percevez comme recette. Non, il y a C'est disproportionné quand c'est- même. Non, c'est disproportionné. Oui. Mais je parle de l'analyse française par rapport à nos pays. On a donc des réalités qui sont le chômage, qui sont donc l'informel et qui sont donc tout d'autres qui ne sont pas la même réalité C'est ça. en France. Oui. Donc l'analyse, elle est parquée sur une analyse française. Je ne défends pas le truc, mais l'analyse, j'explique l'analyse, elle est une analyse franco-française. Quand vous venez ici, vous avez au Sénégal les entreprises qui payent. C'est peut-être 5% des entreprises qui payent. Ça. La plupart sont dans l'informel. Et cet informel-là, ils ne payent rien. Et parfois, ils gagnent beaucoup plus que même ceux qui travaillent dans l'administration. Tout le problème est là également. Oui, quand vous prenez le budget du Sénégal sur ce qu'ils récoltent, donc les entreprises, c'est le secteur informel donc, qui dirige presque l'économie. Alors, Il y a un problème aujourd'hui donc de la pression fiscale, de pouvoir maintenant l'assiette fiscale, comment l'organiser. Mais l'assiette fiscale, dans la fiscalité, quelqu'un qui gagne de l'argent, même pour vendre de l'arachide, il doit payer. Non, je dis, même pour vendre de l'arachide dans la rue, il doit payer. est-ce qu'on ne devrait pas résoudre d'abord cette problématique avant de solliciter encore, oui, justement... Non. Ça pour moi, c'est des peanuts. Ah oui? Ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, Oui. donc comme j'ai dit, c'est une question de gestion budgétaire. C'est déjà tout ce qui est donc kleptocratie. Tout ce qui est kleptocratie. Parce que comme je dis, quand on regarde les choses, ce n'est pas des petits détails. Il faut aller là, ça se passe. La kleptocratie ici, les gens vivent tout à fait normal. Moi, je gère, par exemple, je suis aux impôts, au cadastre, je gère des terrains, je peux en faire ce que je veux. Ça, c'est le bien public, c'est de la kleptocratie. Quand quelqu'un, par exemple, détourne de l'argent, c'est des kleptocraties. Quand je fais des contrats comme je mets 10% en dessous de table, c'est de la kleptocratie. C'est le pays qui perd. Quand je prends l'argent du pays, que je le mets dans les paradis fiscaux, comme on en a trouvé donc des noms des Sénégalais à l'appel, qui sont donc les trucs de Panama Papers, c'est de la kleptocratie, c'est de l'argent qui sort. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez les contrats de mines, les contrats de trucs, les contrats gaziers, l'argent qui se retrouve dans des paradis, c'est de la kleptocratie. Et c'est ça, l'argent véritable. Ce ne sont pas les vendeurs de cacahuètes ou de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je peux comprendre parfaitement. Je peux comprendre ça parfaitement. Mais je dis, quand on va jusqu'à faire une rigueur budgétaire, on met tout sur la table, on regarde où passe l'argent, on regarde le rythme de vie des fonctionnaires, on regarde les trucs des... Mais rien que de prendre, par exemple, donc au niveau de la présidence. Vous prenez la caisse noire de la présidence. Oui. Rien que pour ça. La caisse noire. Mais cette caisse noire de la présidence du Sénégal, c'est presque l'équivalent de la caisse noire, plus que même la caisse noire donc des Français. Et les Français ont beaucoup plus, ils ont les dom-toms, ils ont d'autres trucs. Et cette caisse noire, on ne rend pas de compte. Vous avez nos anciens présidents, ils ont un rythme ils ont un rythme plus que le président Chirac, plus que les autres présidents. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un pays sous-développé, c'est pourquoi j'ai dit, on doit d'abord mettre sur la table de voir où sont les gaspillages. Là, je vois j'ai entendu qu'il y a un truc pour donner aussi des émoluments pour les anciens premiers ministres. Mais on est dans une dynastie ou un royaume ou quoi? On est dans une république. Il y a des choses, pour moi, le président de la République, le premier ministre, c'est comme un directeur général qu'on met quelque part. Quand il finit, on lui met 3 ans, 4 ans, 5 ans de bonus de salaire, donc de salaire annuel, 5 ans de salaire annuel, il part. Avec son bonus, il fait ce qu'il veut, mais on ne va pas l'entretenir toute sa vie. Mais alors,
Justement, de ce point de vue, finalement, c'est un problème d'organisation, de rigueur budgétaire. De rigueur budgétaire qu'on a. Alors, oui. On n'a pas de problème, donc, comme il dit, parce que l'informel, vous ne le trouverez pas en France. Oui. Moi, j'ai vécu sur place, vous ne le trouvez pas l'informel. Et je vous dis qu'un inspecteur des impôts, il est beaucoup plus craint qu'un policier ou un gendarme. Si vous recevez la convocation de l'inspecteur des impôts, vous ne dormez plus. Oui, mais alors, dites-nous, Amath Soumaré, vous êtes un spécialiste de l'intelligence économique. Aujourd'hui, cette rencontre de Paris par rapport à la demande des 100 milliards, Oui. mais de ce point de vue, avez-vous l'impression finalement que cette rencontre de Paris n'est rien d'autre qu'encore une promesse de trop, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est venu à son heure Non, finalement? les 100 milliards, Oui. on peut les combler facilement. Oui. On peut les combler 100 milliards, mais le besoin, il est de Mais 285 oui, c'est ça. milliards. Mais ça ne résout rien finalement. Ouais, le besoin, c'est Oui, pas par 100. rapport aux besoins. Et puis, ce qu'il faut comprendre avec ces DTS, Oui. comme je dis, ils ont demandé qu'on supprime la dette. Oui. Premièrement, ils ont eu moratoire. Oui. Deuxièmement, on les met dans les Allongement. DTS. Oui. Vous savez, les DTS, c'est pour les dettes commerciales. Les DTS. Ça veut dire quand on vous donne un DTS, le DTS c'est de la monnaie virtuelle, c'est comme le C'est ça. Bitcoin. Oui, nous l'avons- C'est oui. lorsque vous avez des dettes commerciales, c'est pour payer vos dettes. Oui. Je vous dois de l'argent, j'ai des problèmes pour payer, on me donne des DTS pour que je puisse vous payer ma dette commerciale. Le DTS, il faut savoir que c'est au niveau des transactions que c'est fait. C'est pas l'argent qui sert pour faire des routes, pour faire des trucs. Le DTS, c'est Mais pas... dans la demande de l'annulation, on a eu le prolongement, l'allègement et prolongement jusqu'à la fin de l'année. Oui. Mais alors, de ce point de vue, il y a une différence par rapport aux options. Le Bénin n'est pas intéressé par l'annulation. Oui. Le Sénégal, c'est le cas. Pourquoi? C'est normal. Est-ce Parce que oui, quand Oui. vous cherchez de l'argent, que vous cherchez à emprunter de l'argent, Oui, le problème qui se pose, c'est que donc vous avez besoin de ce qu'on appelle le brain image, votre image. oui, Donc si maintenant on supprime la dette, ça suppose que vous n'êtes pas solvable. Et vous, lorsque vous cherchez de l'argent à la banque, et la banque voit que vous n'êtes pas solvable, vous avez des dettes que vous n'avez pas payées, on a fait moratoire, ils sont réticents à vous prêter de l'argent. sur le marché financier Sur le international. marché financier, Oui. c'est sur le marché financier international. Oui. Le Bénin, son cas, c'est ça. Oui, Les donc, bailleurs dont tu trouves... Le Sénégal n'a plus une signature Non, voilà, le Sénégal sur le toujours- marché international. Non, le Sénégal a une signature. C'est-à-dire que Oui. le Bénin, Oui, c'est leur point de vue. c'est leur option. C'est leur option. Moi, Oui. je le respecte. Oui. Et je sais que donc quand vous allez avec les bailleurs privés internationaux demander de l'argent, s'ils voient que vous ne pouvez pas payer la dette, c'est ça. Pour moi, c'est une fausse route parce que Ah oui? c'est une fausse route parce que le contexte n'est pas le même. On est dans un contexte de la pandémie. On n'est pas dans un contexte normal. Je peux comprendre un contexte normal où tout va bien, que vous ne pouvez pas rembourser vos dettes, vous n'êtes pas solvable. Là, je peux le comprendre. Mais on est dans un contexte de pandémie. Quelqu'un où on enlève la dette, il ne va pas vous en prendre parce qu'il comprend que la pandémie, c'est quelque chose, ce qu'on appelle, donc, c'est des faits exceptionnels. C'est comme les assurances. Vous avez pris des assurances, il y a la pluie qui n'était pas, ou la neige qui tombe chez vous, ici en Afrique. Donc, c'est des faits exceptionnels. Et des faits exceptionnels, la pandémie en fait partie. Ce n'est pas une situation normale. Étant donné que ce n'est pas une situation, personne ne vous en tiendra à rigueur parce qu'ils comprennent. Et puis, ce n'est pas focalisé sur tous les pays du monde qui sont dans le même cas. Et nous, on ne peut pas faire de planche à billets comme eux. On n'a pas de planche à billets à faire. On ne peut pas le faire. Oui. Le Bénin, il a de la chance peut-être d'être rivé avec le plus grand pays donc d'Afrique de l'Ouest, qui est donc le Nigeria. Ils ont cette chance. Mais alors, s'ils ont cette chance et que... Parce qu'ils Oui. ont tout le marché, près de 300 ou 400 millions, desquels ils peuvent exporter leurs trucs. Tous les pays africains n'ont pas ça. C'est un pays frontalier avec le Nigeria. Le Nigeria, c'est une puissance énorme. Beaucoup d'habitants. Oui. Vous vendez facilement dans ce truc. Et qu'à partir de là, ce n'est bon. Peut-être qu'eux, ils ont leur propre logique. Mais moi, je pense que cette logique-là, elle n'est valable que dans un contexte normal. Mais nous sommes dans un contexte anormal. Oui.
contexte anormal, le président Emmanuel Macron a émis aussi une autre idée qui consiste à vendre les réserves d'or du FMI. Vous savez, Bayouma, quand vous jouez un jeu que vous voulez gagner, il faut comprendre les règles du jeu. Pour qui? Pour tous nos pays. Africains? Ils ne comprennent pas, oui, ils ne comprennent pas les règles. Par rapport à tout ça. Si vous regardez, oui. Vous demandez l'effacement de la dette, Oui. on vous dit moratoire. Vous demandez encore l'effacement de la dette, on vous dit DTS. Vous demandez encore l'effacement de la dette, on vous dit de vendre les réserves d'or. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils parlent de tout sauf de l'effacement de la dette. On vous pousse sur autre chose. Le DTS, ça sert à payer quoi? Vos déficits commerciaux. Oui, c'est clair. Mais le DTS, c'est pas de l'argent. C'est comme le Bitcoin, c'est virtuel. Vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas. C'est des jeux d'écriture pour payer vos trucs commerciaux. Le DTS ne peut pas vous servir à faire des trucs du développement. C'est pourquoi j'ai dit il y a un problème sérieux. Donc, ils ne comprennent pas les règles du jeu ou ils sont mal conseillés. Quand vous demandez quelque chose, on vous amène autre chose. C'est comme des magiciens, le blue. Vous demandez quelque chose, on vous amène sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens demandent l'effacement de la dette, on leur amène des moratoires. Moratoire, c'est quoi? Moratoire, on te pousse, mais la dette, tu le payes, il n'est pas effacé. Après, on te dit DTS. Mais la dette, elle est toujours là. DTS, c'est pour payer tes trucs commerciaux. Mais le reste, pour ton développement, tu vas faire quoi? Est-ce que vous pensez que l'argument de solliciter l'annulation de la dette, c'est plausible? C'est plausible. Est-ce que c'est acceptable? C'est acceptable. S'il y a impact, il y a impact pour tout le monde également. C'est acceptable. Oui, mais il y a impact pour tout le monde. Il y a impact pour tout le monde. Oui. Mais est-ce que nous... Et l'Afrique n'est pas plus frappée par rapport à la Covid que l'Europe. Est-ce que nos pays ont la possibilité de faire des planches à billets? Mais là est la question. Non. Non. Oui. Est-ce que les États-Unis ont la possibilité de faire des planches à billets? Mais oui. Ils en ont fait à volonté. Pas des milliards, mais des trillions. Oui. Un trillion, c'est 1000 milliards. Oui, oui. Alors, est-ce que le problème n'est pas dans la régulation de notre système interne financier avant de solliciter l'international? Non, le problème, c'est que le problème pour moi, il est que on ne comprend pas les règles du jeu. Pour pouvoir être puissant, pour avoir de la richesse, ce n'est pas par une injonction d'argent, c'est par le travail. La richesse, c'est le travail. Donc à partir de là, si tu comprends ça, il faut que tu puisses avoir une monnaie qui te permette de pouvoir vendre et recevoir sans passer par des intermédiaires, notamment d'avoir notre propre monnaie CFA. Je prends l'exemple, par exemple, du Sénégal, qui est dans la zone CFA. Je prends Sénégal. Vous avez un pays comme Sierra Leone, un pays comme la Gambie, un pays comme la Guinée, qui ont tous leur monnaie. Vous pensez que les Sénégalais ne peuvent pas avoir leur monnaie et le gérer mieux que ces pays? Je ne le pense pas. Que ce ne sont pas impossible, c'est tout à fait possible. Là, nous sommes dans une communauté. Est-ce qu'on a besoin toujours des Européens pour faire notre CFA? Je ne le pense pas. On a des cadres qui sont hyper bien formés et qui comprennent donc tous les mécanismes monétaires. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Comme ces autres pays se débrouillent tout seuls. Donc pour vous, il n'est plus question d'être à la remorque des Français? Non, pas des Français, de l'euro. On n'en a pas besoin. Parce que quand l'euro est le fort, il vous pénalise au niveau de l'exportation. Vous êtes devenu cher et nous, on n'a pas les mêmes capacités. Et ce qu'il faut faire, je veux dire, c'est d'assainir... Il faut couper le cordon ombilical avec l'euro? L'euro ne nous apporte rien. Il nous apporte que des soucis aujourd'hui. L'euro nous apporte que des soucis. Parce que ce que les autres pays peuvent faire, nous, on peut le faire. On peut le faire très bien. Mais tant que nous sommes dans l'euro, on est comme des paresseux. Je veux dire, mais on a la capacité technique pour le faire aujourd'hui, pour battre notre propre monnaie, on peut le faire et on y arrive. Quand on regarde la zone CFA par rapport aux autres zones, c'est la zone qui gère le mieux donc ces déficits, qui gère le mieux l'inflation. Donc on peut le faire, on a des capacités techniques donc avec nos ressortissants pour le faire. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Amath Soumaré, il est justement spécialiste de l'intelligence économique pour le développement. Vous êtes le président de SOPEL International et du Centre africain de la nouvelle économie Can Executive Education. Amath Soumaré, faudrait-il se détourner des mécanismes financiers internationaux? Je parlais du FMI et de la Banque mondiale aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, le FMI, c'est quoi? Le FMI,
la Banque mondiale, c'est des systèmes de Bretton Woods qui ont été mis en place par des pays, un groupe de pays après la Seconde Guerre pour pouvoir réguler le monde. Alors, quelle est la question? La question aujourd'hui, Oui. est-ce qu'il faut sortir de ça? Oui. On n'a pas à sortir de ces organes. On reste dans ces organes, mais on se débrouille comme d'autres pays, comme la Malaisie, comme autres qui s'en Mais sont vous sortis. constatez aujourd'hui une dérégulation du marché financier international. Mais cette dérégulation, elle est faite de telle sorte que, c'est-à-dire que quand on dit sort, on ne sort pas, mais on gère autrement nos besoins. Quand je prends par exemple aujourd'hui, vous prenez l'Iran et par exemple la Chine, ils commercent, ils ne payent pas en dollars, ils ne payent pas en euros. Ils commercent entre eux, avec le yuan ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à partir de là, donc le commerce mondial, il y en a qui font du barter, le troc. Donc c'est le barter term of trade. Ils font des échanges commerciaux sans argent. Il y en a beaucoup donc de transactions qui sont faites comme ça. Nous, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir acheter et de gérer nos devises. On peut le faire. On a la capacité de le faire. On a des coopérations, même si c'est du bilatéral. Donc, on peut le faire. Peut-être avec des organisations comme l'euro, on peut le faire parce que ce n'est pas un seul pays, c'est un ensemble de pays. Mais des pays comme la Chine qui ont leur propre monnaie, on peut le faire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, je pense que c'est de réfléchir à des stratégies commerciales, de faire de la prospective dans le développement. Mais si on est là, donc on est paresseux, qu'on veut attaquer les choses comme ça, ou parce qu'il y a des autres qui sont derrière, on est arrimé, on devient des paresseux, on ne travaille pas. Et j'ai dit, la richesse, c'est le travail, c'est pas l'injection d'argent, c'est par le travail qu'on devient riche. Mais nous sommes dans un contexte post-Covid ou dans un contexte vraiment assez difficile avec l'impact de la Covid-19. Aujourd'hui, on parle aussi de l'accès au vaccin, de la production en Afrique. Quelle est votre impression sur la question? Moi, je veux dire, tant qu'on dépend des autres, on les attend leurs promesses, on n'aura rien. Depuis nos indépendances, 1960 jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais par rapport au vaccin. Oui, par rapport au vaccin. Il n'y a jamais eu de transfert de technologie. Et si ces pays-là sont des pays... Même les brevets aujourd'hui. Non. Si ces pays-là étaient des pays qui veulent notre karangue, comme ils disent, et donc... avec la pandémie, on va vous donner les protocoles pour pouvoir faire les trucs chez eux. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent toujours gagner de l'argent et toujours plus. C'est des milliards et des milliards de dollars qu'ils gagnent dedans. Il est hors de question que la propriété intellectuelle qu'on les donne. Finalement, il est facile d'accuser les autres. Non, ils ne le donneront pas. Mais quelle est votre part de responsabilité en tant qu'Africain? Non, je ne les blâme pas. Je dis, il faut qu'on comprenne les règles du jeu. Moi, je ne blâme personne. Je dis, je blâme nos pays qui ne veulent pas comprendre les règles du jeu, qui font des espoirs qu'ils ne recevront jamais. Alors, parce que eux, ils gèrent leurs intérêts. Quand ils investissent 10 francs, c'est pour apporter 100 francs. C'est à nous d'ouvrir les yeux maintenant, de comprendre. Parce que si on ne comprend pas maintenant, on ne comprendra plus jamais. Vous parlez tout simplement de jeu, de déclinaison du jeu, de la situation dans le système financier. Alors, si vous devez, de façon schématique, nous expliquer quelle est la situation et quelle perspective en termes d'alternatives. La situation économique. Oui, bien sûr. La situation économique, il est que nous avons, je prends l'exemple du Sénégal par exemple, ou de l'UEMOA. Nous avons une zone ou un pays avec 60% de jeunes moins de 25 ans. 65-70%, moins de 25 ans, moins de 30 ans. Nous avons un taux de chômage élevé. Nous avons énormément de ressources. Et toutes ces ressources que nous avons, nous n'en bénéficions pas totalement. Dans les contrats qu'on a, des contrats gaziers de nos ressources, donc de gaz et pétrole, le Sénégal a que 5 ou 10%. Vous voyez, il y a un problème sérieux, je pense, qu'à ce titre, de réfléchir comment on peut vivre avec nos propres ressources. Et c'est ça mon problème. Ce ne sont pas les autres. C'est nous ce qu'on a, comment on peut le valoriser pour faire développer, donc pour donner du travail à nos 65%, pour mettre donc pour construire notre pays. Même si on fait du barter, comme je dis, du troc, qu'on troque notre pétrole contre des équipements, contre des autoroutes, mais au moins on a ces équipements qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qu'on a, c'est de l'argent.
que ça soit l'or, que ça soit le manganèse, que ça soit l'uranium, que ça soit tout ce que nous avons dans ce pays, même si on ne peut pas les vendre, on peut faire du barter. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on ait une stratégie de développement basée sur ça. Je ne critique personne. Je dis qu'on est dans un système où on ne comprend pas comment ça se passe. C'est à nous maintenant, du fait qu'on a joué, on est toujours perdant. Jusqu'à aujourd'hui, les 100 milliards là, les DTS, tout ça, c'est pour nous amuser. C'est pour amuser la galerie. Vous avez 100 milliards et après rien du tout. C'est pour amuser la galerie pour moi. Parce que l'essentiel, ils ne l'ont pas répondu. C'est d'effacer la dette. Et c'est tout à fait normal. Parce que lorsque la première, deuxième guerre s'est passée, en Europe, ils étaient au ras du sol. On a effacé avec le plan Marshall. Donc, toutes les dettes, on les a financées pour leur développement. Avec la BIRD. On les a financées pour ce qu'ils se développent. On a effacé leurs dettes. Mais ici, on est dans un cas où ce n'est pas nous qui avons emmené la pandémie. On le subit, on a des ressources maigres et on ne peut pas faire de planche à billets. C'est tout à fait normal pour moi qu'on demande la suppression de cette dette. Surtout, ce sont les pays donc, qui sont impliqués. Parce que ces trucs, on te dit la Chine, pour moi, les États-Unis ne sont pas sortis de ça, les Européens ne sont pas sortis, la Chine ne sont pas sortis. Nous, je sais qu'on n'a rien à voir dedans. On le subit. Nos maigres ressources, on les dépense pour pouvoir que nos populations ne soient pas exterminées. Donc pour moi, c'est tout à fait normal, dans une situation d'urgence, qu'on demande des solutions d'urgence, de nous enlever ces dettes pour qu'on puisse mieux respirer, parce que quand on a des trucs négatifs avec des pauvretés où on ne peut pas faire la planche à billets, c'est pas les Européens, ils font plein de planches à billets. Nos limites du président Trump de faire le planche à billets tant que les entreprises en ont besoin, nous on peut pas le faire. Quand on le fait, on va se tuer. En attendant, la situation elle est là. Que faire? Est-ce que les pays africains comme le Sénégal disposent-ils de réserves justement pour faire face à cette situation? Mais nous, on a beaucoup de réserves, Baye. Oui. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans une communauté. Mais je suis sûr, moi et certain, si le Sénégal devait se démarquer de l'UEMOA, il s'en sortirait. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais nous sommes dans une communauté. Quand dans une communauté, il y a la solidarité. Vous m'avez dit tout à l'heure que le Bénin, ils prennent, c'est leur droit. Mais quand on a une vision, c'est une vision collective ou une vision individuelle. Moi, je le vois comme ça. Le Bénin fait partie de l'UEMOA, il doit jouer le jeu de l'UEMOA. Il ne doit pas jouer à part. Même si sa situation, si c'était ça, quand on dévalue le CFA, vous pensez que tous les pays de la zone CFA ont des problèmes? Non. Il y avait l'Afrique centrale qui avait des trucs. On a mis tout le monde parce que c'est une communauté. Donc, quand on est dans la zone UEMOA et quand on a des positions, on doit concerter nos positions quand on mais le service de la dette n'est pas le même que l'on soit dans un pays ou dans un autre. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais l'harmonisation de notre voix, de la communauté, de la communauté CFA, on a des autorités monétaires, on a une banque centrale, c'est de discuter, de sortir une seule voix. Mais la cacophonie, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, je le vois comme ça. Si je disais que si le Sénégal, si il était seul, il peut faire comme la Gambie ou la Guinée, le Sénégal s'en sortirait grandement. Mais on est dans une communauté où on doit concerter toutes les solutions possibles. Alors, le problème, est-ce qu'il est individuel selon qu'on soit dans un pays ou dans un autre? Est-ce qu'il est communautaire, qu'on soit justement dans des grands ensembles aujourd'hui? Parce que le problème, il reste entier, encore une fois, Mat Soumaré. La pandémie est là et encore là et risque d'être encore là pour longtemps. Oui, exact. Est-ce qu'encore une fois, l'Afrique a justement cette marge de manœuvre-là pour faire face à ce qui risque d'arriver, par exemple, d'autres conséquences assez méchantes pour nos économies? Non, nos économies ont eu un impact terrible avec la pandémie. Oui. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le fait de demander cette moratoire de la dette, pas privée, dette publique. Oui. Je ne parle pas de dette privée, dette publique. Tout à fait normal, parce que cette dette publique, elle est faite avec la plupart des pays qui font partie, donc, membres donc, du panier de monnaie. C'est tout à fait normal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que non seulement la dette, vous le payez, vous payez des intérêts en plus. Donc, à partir de là, moi, je le vois comme ça. Donc, si c'était des pays, la dette privée, j'en parle même pas. Je parle de la dette publique. La dette privée, j'en parle pas. Il faut le payer, la dette privée. La dette publique, je parle. Et qu'à partir de là, aujourd'hui, si nos pays ne peuvent plus gérer comme il faut,
on va aller vraiment au ras du sol. Ah oui. Ah oui, c'est aussi difficile. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des dépenses de santé qui ne font que hausser. Vous avez des dépenses sociales donc qui sont là. Vous avez des dépenses économiques. Vous avez que des problèmes. Qu'est-ce que vous allez faire? Par rapport à notre capacité de contracter encore des dettes? Non, le problème, ce n'est pas de contracter. Contracter des dettes, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Si vous vous endettez aujourd'hui auprès de votre banquier et que vous prenez l'argent, vous allez acheter des voitures, vous allez faire la fête C'est le cas? Mais non, j'ai dit, oui. Non, je demande si c'est le cas aussi. Non, j'ai dit, je prends un exemple personnel. J'ai dit, il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Oui. La bonne dette, c'est l'argent que vous... À l'échelle de nos États. De nos États. La bonne dette, Oui. c'est l'argent qu'on emprunte pour pouvoir faire des programmes de développement, faire des autoroutes, faire des trucs. Donc, ça, c'est une bonne dette. Mais la mauvaise dette, c'est le gaspillage, c'est la gouvernance. On a un problème terrible de gouvernance ici. Des problèmes de corruption, des problèmes de blanchiment de fraude fiscale, des problèmes de blanchiment d'argent, des problèmes de tout de kleptocratie, d'évitement fiscal. On a tous ces problèmes. Comme j'ai dit, vous disiez tout à l'heure au départ que le gars il dit que les entreprises ne payent pas. Ces entreprises françaises qui sont ici, la plupart font de la fraude fiscale. Ces entreprises françaises qui sont ici, ils ne payent pas. Ce que vous dites est grave. Non, c'est pas grave. Vous avez des preuves de ce que vous dites? J'ai des preuves. Des preuves. Oui. J'ai des preuves tangibles. La preuve. Exemple, oui. J'ai attiré dans une assemblée l'attention de leur faire attention sur Teranga Gold. La société, parce qu'ils avaient acheté une autre société Barrick. Et il se trouve que Teranga Gold a, par exemple, un de ses sièges dans un paradis fiscal. Donc, la société Endeavour qui voulait fusionner avec eux est aux îles Caïmans. Oui. Lorsque donc j'ai attiré l'attention d'avoir un devoir de vigilance à une alarme, 2 mois, 3 mois après, ils les ont attrapés. Ah oui. Ils les ont attrapés. Ils ne font que, toutes ces entreprises ne font là que nous saigner, matin et soir. Oui, mais comme je dis, c'est facile de nous parler des vendeurs d'arachides. Oui, moi, je ne regarde pas les vendeurs. Ce devoir de vigilance nous incombe également. Mais oui, en tant qu'État. Non, je dis que l'État, le problème qui se pose, Bayomar, je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez, le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, il n'est enseigné nulle part ici au Sénégal, nulle part dans la sous-région. Nulle part, je dis. C'est pas à l'université, c'est pas à l'ENA, c'est pas dans les grandes écoles de commerce, nulle part. Nulle part, je dis. Vous ne pouvez l'avoir nulle part. Nous avons cette responsabilité de veiller aussi sur nos ressources et nos intérêts. Mais oui, également. mais quand on ne vous enseigne pas ça. Oui. Et que vous venez, vous avez des gens qui sont complètement formés dans l'évitement fiscal. Donc ce qu'ils vous montrent, vous le croyez comme la Bible ou le Coran. Oui, c'est ce qui se passe. Un comptable. Alors, mais à qui cette responsabilité? À l'État. Mais c'est ça. À l'État, parce que l'État, les gens qui sortent de l'ENA, c'est eux qui vont travailler aux impôts, c'est eux qui vont travailler dans des trucs. Mais ils ne sont pas formés, c'est pas de leur faute. Ils ne sont pas formés pour comprendre les jeux de l'évitement fiscal parce que ça ne figure pas dans leur programme au niveau de l'ENA. Ça ne figure pas dans leur programme. Ils n'y sont pour rien. Et pourtant, lorsque moi j'ai attiré l'attention, donc 2 mois après, ils ont attrapé 4 sociétés. Parce que moi je suis expert en LBC. Notre structure CAN Exécutif est la seule structure régionale ou sous-régionale à faire de la formation sur le blanchiment. Il n'y a pas de structure qui fait les formations sur le blanchiment. Et pour vous, le blanchiment d'argent a atteint un niveau insoupçonné. Ah oui. Au Sénégal? Bien sûr. Une idée de l'ampleur, oui. Là, vous avez vu le Panama Papers. Oui. Vous avez vu la liste des Sénégalais qui sont dessus. Ah oui. Comment ils ont fait pour aller jusque garder leur argent au Panama? Quelqu'un qui sort l'argent, vous, votre argent, si vous l'avez bien gagné, vous pensez que vous allez le cacher? Si vous avez bien gagné votre argent, vous allez le cacher d'or. Vous le gardez ici, vous l'investissez. Panama, tu sais, c'est pas à côté. Oui. Qu'est-ce que la liste de Sénégalais qui sont sur ce truc-là de Panama, qu'est-ce que ça va faire leur argent jusqu'au Panama? Dites-le-moi. Et ils ne sont pas seuls. Lorsqu'il y en a à Hong Kong,
Un des fils de Wade, lorsque son compte était à Hong Kong, si c'était pas les sépulteurs, on va pas les piquer. Ce qu'il disait que oui, lui, quand on voit l'argent, on peut le prendre. Mais lorsqu'on a vu l'argent, il s'est tué. Parce que on l'a mal informé, on l'a mal renseigné. On lui avait dit, personne sur la terre ne pouvait le voir. Mais il ne savait pas qu'il y avait des gens qui sont formés pour ça. Et on a des sapeurs pour pouvoir le localiser. On l'a localisé. Mais qui sont-ils selon ces gens-là qui justement mettent leur argent dans ces paradis fiscaux? Mais c'est tous ceux qui sont autour du pouvoir. Ah oui? Tous ceux qui sont idée de... Ce n'est pas toi, ce n'est pas le truc, c'est tous ceux qui... Citez-nous quelques exemples. Non, mais non, je veux dire que quand vous voyez les patatoïdes, les cercles au niveau de ce qui est sur Panama, le grand cercle comme ça, c'est tous ceux qui sont dans le truc public. Ça vous donne une idée. Les médecins, tout ça, c'est des petits ronds. Les gros ronds comme ça qui représentent les 3/4. Issus de quel secteur? Mais tous les secteurs publics, que ça soit dans les ministères, les commissions, les trucs qu'on met dans... Qu'est-ce qui se passe? Vous, je signe avec vous pour des bonus de signature. Donc, vous me demandez de payer 2 milliards de dollars, 2 millions de dollars ou 20 millions, 50 millions. Mais vous, je vous donne 1 million ou 2 millions, mais je ne vous le donne pas, je vais le mettre dans un paradis fiscal. Vous avez votre argent dans un paradis fiscal. Le zircon, vous savez le zircon, comment on l'a géré? On retrouve des milliards dans les banques ici, donc sur un compte, le gars, c'était pas pour lui. Et quel est le ministre qui gérait les zircons? On a renégocié le contrat parce que c'était incroyable. Il y a des choses qui se passent. Moi, je pense que c'est pourquoi je dis il faut qu'on soit sérieux, qu'on réorganise mieux les choses dans une gouvernance. Tant qu'on n'a pas la gouvernance, on va pointer du doigt le petit vendeur de cacahuètes, mais ce sont l'administration qu'il faut gérer parce qu'ils ont un rythme de vie qui n'est pas le rythme de vie d'un pays en développement. Alors, le problème n'est pas de solliciter des fonds, mais plutôt justement de réorganiser notre une gestion rigoureuse sur le plan budgétaire. Gouvernance. Oui. Quelqu'un, vous, aujourd'hui, vous avez 36 000 villas, très bien, mais on va vous demander de justifier. Vous dites, ok, c'est des héritages, voilà. Donc, vous êtes tranquille. Quelqu'un qui travaille dans la politique, qui a 30 trucs, on lui demande de justifier. S'il ne peut pas le justifier, c'est les gestions de l'État. On le reprend. Aussi simple que ça. Il faut procéder à cela pour vous. Mais je veux dire que parce qu'aujourd'hui, dans notre culture aujourd'hui, même si vous ne le faites pas, on vous dit que vous n'êtes pas normal de ne pas prendre parce qu'on vous a donné, parce qu'ils confondent le bien collectif et le bien personnel. Ils se servent. Mais quand quelqu'un se sert de ce qui ne l'appartient pas, on le reprend, on le remet dans la caisse. Comme je vous ai dit, il y a des choses anormales. On commençait par la caisse noire. Tout argent public dans la gouvernance, tout argent public doit être justifié. Vous, votre argent privé, votre salaire, vous faites ce que vous voulez, vous donnez à qui vous voulez, on ne vous demande pas de compte. Mais si c'est l'argent de la caisse de la maison, vous avez des comptes à rendre. C'est exactement pareil. Vous avez des comptes à rendre, mais votre propre argent, vous pouvez donner à qui vous voulez. On ne vous demande pas comment vous avez dépensé votre salaire. Oui, le problème qui se pose, il est là. C'est bien d'incriminer de toucher. Moi, je ne touche personne. Je ne désigne pas les Européens ou les Américains. Notre tort, il est à nous de nous organiser mieux. Oui, de nous organiser mieux, mais cela ne suffit pas. Le système financier international aussi nécessite des réformes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une 3e guerre mondiale. Ah oui, expliquez-nous comment. La 2e guerre mondiale, 1944, il a eu les Bretton Woods. Oui. Aujourd'hui, nous avons la pandémie qui a fait des dégâts comme on n'en a jamais vu dans le monde. Et aujourd'hui, on a le DTS dont on parlait, donc était cette panier de 5 monnaies qui étaient donc le yen, le Deutschmark, l'euro et autres. Ils étaient dans un truc fermé. Avant l'euro, c'était la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ok. Maintenant, donc les États-Unis, toutes les transactions se faisaient en dollars. Ils étaient très bien. Le panier des 5 était fait. Donc c'est le gouvernement mondial qui se crée. Aujourd'hui, donc force est de connaître en 2021 que quand on regarde au niveau des transactions, au niveau commercial, au niveau mondial,
Donc, on a une usine qui est la Chine et tous les autres sont déficitaires par rapport à eux. Et maintenant, ce n'est pas les États-Unis avec leur dollar qui est une monnaie nationale. Je vous ai tout à l'heure dit le paratexte de Triftin qui ne voulait pas qu'une monnaie nationale devienne une monnaie d'échange internationale. Et aujourd'hui, c'est le cas qu'on a. On a le dollar qui est monnaie nationale, monnaie internationale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Chinois donc, sont contre de payer en dollars. Ils demandent qu'on paye en DTS, un panier de monnaie qui n'a rien à voir avec la monnaie locale. Parce que quand vous le faites, quand les États-Unis ont un déficit, c'est vous qui payez leur déficit. Alors finalement, Amath Soumaré, le New Deal ne propose rien pour vous ou est-ce que ça dessine des lendemains meilleurs pour l'Afrique? Pour moi, ce New Deal qu'il a emprunté à Franklin Roosevelt, la politique du New Deal, donc ce New Deal donc, apporte pas toutes les réponses. Je dis sur 33 milliards qui représentent 5% et 95% appartient aux autres pays qui peuvent avoir des droits de tirage spéciaux. 95%, ça veut dire que ces pays-là sont dans le même besoin que nous aujourd'hui. Oui. Ils sont dans des déficits énormes. La plupart de ces pays ont des déficits de plus de 120, 130% de dette de leur PIB. Ils ont fait beaucoup de créations monétaires. Ils sont dans des situations pires que nous. Nous, on ne peut pas faire des créations monétaires. Alors, le débat reste afro-africain. Afro-africain. Oui. Oui. C'est là que ça se règle. C'est là où ça se passe. Nos Oui. problèmes, c'est à nous de trouver les choses. Et on a toutes Les les moyens. ressources humaines. Oui. On a les moyens, on a les ressources pour le sortir. Ne serait-ce qu'une seule chose. Oui. Une seule chose. Si les gens ne sont pas... Je vous ai dit, l'argent repose sur ce qu'on appelle la fiducia, la confiance. La confiance, oui. Si ce n'est pas cette fiducia, n'importe qui ne sortira pas un centime de son truc bas de laine pour le sortir et mettre sur la table. Alors. Mais si maintenant, l'épargne intérieure, on essaie de le mobiliser, comme a fait l'Égypte pour construire son barrage que le FMI ne voulait pas, la Banque mondiale ne voulait pas financer. Ils ont fait l'épargne locale. L'Éthiopie, pareil, pour faire leur barrage. Okay? Ils ont pris l'épargne locale, c'est à part l'épargne locale qu'ils ont construit. Et c'est nous, à part de notre épargne locale, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'évasion fiscale. On a beaucoup de milliards qui sortent. Comme vous ne pouvez même pas imaginer, je vous assure, le nombre de milliards qui sortent donc, du pays. Donc quand on voit, par exemple, il y a plus de 100 milliards, 100 milliards qui sortent de l'Afrique chaque année vers les paradis fiscaux. C'est énorme. Source. Source Nations Unies, source, comment ça s'appelle, la Ligue truc Thabo Mbeki, dans le comité qui gère Thabo Mbeki sur les flux financiers illicites. Oui. Donc vous avez la compagnie qui gère, l'ONG qui travaille sur les flux financiers illicites qui est aux États-Unis. Donc ça c'est connu, je veux dire. Et ça, je vous dis que là, il dit 100 milliards, nous. Donc il y a 4 ans qu'on avait fait un truc, c'était 192 milliards qu'on a trouvé. Et ça, je vous dis, avec des points de suspension. Parce que vous avez les ressources halieutiques, les ressources naturelles, toutes ces ressources, l'or, le pétrole, tout ce qu'ils volent. Alors finalement, c'est la dernière question. Entre l'agenda politique du président de la République et justement les engagements de l'État par rapport à la jeunesse, quelle priorité pour justement la demande sociale? Moi, je pense que la jeunesse est prioritaire. Parce que si vous n'avez pas de paix, vous ne pouvez pas faire un développement. Si au niveau social, la jeunesse aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, vous avez des jeunes avec la nouvelle économie. Vous avez des jeunes dans une société cognitive. Vous avez des jeunes dans une société interactive. Le jeune d'aujourd'hui, qui a 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, ce n'est pas le jeune que vous avez été qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Lui, il est né devant la télévision. Il est né dans les réseaux sociaux. Les jeunes d'aujourd'hui, ils tapent à la porte une fois, vous n'ouvrez pas. Ils tapent 2 fois, vous n'ouvrez pas. 3 fois, ils démontent la porte. Dans le truc classique que vous avez, vous dites, mais ils sont mal élevés. Mais c'est leur génération qui est comme ça. Ça, si on ne le comprend pas, on est complètement à côté. Il faut comprendre l'environnement avant de pouvoir gérer les personnes. Et l'option de débloquer des fonds pour résorber le chômage des jeunes? Non, ça, pour moi, c'est de l'hérésie. On ne crée pas une entreprise sur des coups de tête. L'entreprise, ça s'apprend.
L'entreprise, c'est pas comme la politique. Aujourd'hui, la plupart des gens que vous connaissez, qui ont échoué à l'université, qui ont échoué de trucs, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils vont faire la politique. Demain, ils vont être ministres, ils vont te gérer. C'était le dernier de la classe qu'on avait renvoyé. Ça, c'est de la politique. C'est l'ascenseur social que ça vous pousse. Mais aujourd'hui, donc, ce n'est pas la même chose, l'entreprise. L'entreprise, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut comprendre toutes les composantes pour pouvoir gérer une entreprise. Mais on nous présente l'entreprise comme c'est comme quelque chose, je ne sais pas moi, de tellement facile que c'est la dernière roue de la carrosse, quoi. Vous n'avez rien à faire, vous êtes au chômage, vous êtes chef d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des leurres. Les gens, quand on a fait les opérations maîtrisards et autres, combien de personnes vous connaissez aujourd'hui qui ont bénéficié de ça? Donc, que ça soit dans le transport, que ça soit dans la pêche, combien? Il n'y a même pas 5 ou 10 personnes. Surtout ceux qui ont mis de l'argent. Et de l'argent, ils en ont mis et ils en mettront. Mais c'est de l'argent, je veux dire, à fond perdu. Parce que pour moi, l'entreprise, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais si vous ne connaissez pas les métiers, vous allez dilapider l'argent. Un jeune qui n'a jamais tenu 1 million ou 2 millions dans ses mains, hein, vous lui donnez 5 millions, 6 millions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la Java. Il va s'acheter des scooters, il va acheter des trucs. Son esprit n'est pas à ça. C'est l'œil social qu'il a. Il n'a d'autres préoccupations. L'idée, moi, je pense que il faut pas qu'on nous leurre, donc ces jeunes. Il vaut mieux les former, leur donner donc des capacités. Aujourd'hui, développer leurs capacités avant de leur donner 1 centime. Il est annoncé une visite à l'intérieur du pays. On est en perspective des élections locales. Entre un calendrier électoral qui se dessine et justement une situation économique, sociale assez sérieuse, quelle perception ou quelle perspective pour le républicain? Non, ma perception aujourd'hui de ça, c'est que nous sommes dans un pays qui est mal gouverné. Très, très, très mal gouverné. Vous avez 2 mondes, on vit dans 2 mondes. Quand vous êtes trop conscient, c'est pas bon. Quand vous êtes trop conscient, vous regardez la réalité autrement que eux. Leur réalité, eux, c'est la chaise. La réalité, eux, c'est les chaises de députés ou de maires qui les intéressent. Tout le reste, ils peuvent crever. Ils n'ont pas d'intérêt collectif, ils n'ont que des intérêts personnels. Tout ce que tu vois là, donc c'est l'intérêt personnel. Je vais tout faire de trucs pour être élu. C'est moi. Et le citoyen? Quel regard doit-il avoir parce qu'il a aussi une responsabilité? Moi, je me situe comme un citoyen de la société civile qui regarde les choses de loin. Oui. C'est pourquoi j'ai remarqué que l'aspect social, l'aspect bien commun ne les intéresse pas. Alors, quelle responsabilité pour le citoyen face à une telle situation? C'est de le dénoncer. C'est d'informer les gens sur la réalité pour qu'ils puissent comprendre que ce qui se passe, ce n'est pas la meilleure voie pour nous tous, pas pour moi, même ceux qui sont dedans, ce n'est pas leur meilleure voie. Donc quand on veut développer un pays, ce n'est pas par de l'argent qui vient de nulle part, mais c'est par le travail. C'est de nous réorganiser, de voir quelles sont nos ressources, comme dans une entreprise, de voir quelles sont nos capacités, quelles sont nos ressources, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources à notre taille. Et là, on va aller pas à pas à monter les escaliers jusqu'à arriver au bout. Mais si on ne le fait pas, on pense que les choses, la facilité, le truc, mais la facilité, ça sert à qui? Nous avons aujourd'hui de l'argent qui se dilapide à gauche, à droite, des trains de vie pas possibles. Quand on voit ici les gens, le train de vie qu'ils ont, ils n'ont pas le train de vie d'un pays en développement. Moi, j'ai des amis qui étaient venus d'ici, ils me disent, mais c'est incroyable. Ils ne croyaient pas que les gens roulaient dans des trucs. J'ai dit, oui, c'est ça le paradoxe. On est dans un paradoxe à part. Parce que je veux dire que quand vous savez combien il touche par mois avec son salaire de fonction publique, on connaît les barèmes de tous les salaires, quand on connaît donc les avantages qu'ils ont, et quand on voit leurs biens qu'ils ont, on s'est dit, mais il y a un problème. Dans un contexte difficile, le réalisme reste le maître mot. Merci beaucoup Amath Soumaré. Merci. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il a été notre invité, Amath Soumaré est spécialiste de l'intelligence économique pour le développement et de la nouvelle économie africaine. Il est le président de Sopel International et du Centre africain de la nouvelle économie Cannes Executive
Education. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Bayouma. Ça a été un plaisir. Le plaisir est pour partagé. le diagnostic de l'économie africaine. Merci. Justement, suite à cette rencontre de Paris sur la relance de l'activité économique africaine, le débat reste entier. Mesdames et messieurs, ça en est tout. Merci de nous avoir suivis. Merci. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci à l'équipe technique à la tête. Alun Badra Sosé, Abdoulaye Papadio, au revoir et à dimanche prochain. Merci beaucoup.